Bonjour, moi je me présente, je suis Christelle Lambolès, j'ai créé un média Jobspheric, un média sur les tendances innovation RH. Et donc pour cette conférence, nous allons parler du métaverse, grand sujet tendance du moment. Et pour ça, nous avons fait appel à Quark Éducation, qui a lancé des expérimentations dans le métaverse en faisant appel à un architecte professionnel. Donc, ils vont nous présenter aujourd'hui ce qu'ils ont mis en place et les possibilités que peuvent offrir le métaverse. Donc, je vais donner la parole. Donc, bonjour d'abord, Alban Miconnet. Bonjour. CEO de Quark Éducation. Et Manal Rajdi, architecte, fondateur d'Oxo Architecte. Alors, on va commencer à donner la parole à Alban, qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est d'abord le métaverse. On commence depuis le début. Qu'est-ce le métaverse? Alors, la définition la plus simple que j'ai trouvée du métaverse, c'est que le métaverse est un environnement immersif, 3D, qui est connecté, où les personnes, c'est-à-dire vous et moi, sommes représentés par des avatars. Et ces avatars ont des interactions sociales et ou économiques. Et donc, concrètement, un métaverse, vous pouvez y accéder de plusieurs façons, soit avec un lien IP, donc avec une adresse Internet, soit sinon avec des casques de réalité virtuelle pour que l'expérience soit encore plus immersive. D'accord. Donc, Sally nous a rejoint entre-temps. Donc, bonjour Sally. Sally est la fondatrice, pour ceux qui ont suivi le salon depuis des décennies, du e-learning forum, voilà, qui est devenu le Learning Tech. Bonjour Sally. Donc, pour toi, le métaverse, ça t'évoque quoi finalement? Le mot qui m'est venu en tête la première fois, c'était cyberspace, en fait, que c'est une version de cyberspace. Mais si j'ai bien compris, c'est une toile qui met tout le monde à travailler ensemble, comme on n'a pas pu faire avant. Et je suis là pour écouter Manal et comprendre l'importance de l'architecture, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. C'est pour ça qu'on a mis cette séance, parce que je pense que vous êtes comme moi, hein. C'est très confusing. Quand je fais les recherches sur Google en anglais et en français, j'ai des réponses qui sont des pôles à part, des pôles différents d'avis, si c'est utile ou pas, si c'est vrai ou pas. Est-ce que ça va durer? Donc, oui, voilà, je voulais donc demander à Alban de répondre à ça, c'est-à-dire qu'on a connu ceux qui ont un peu suivi Second Life. Il y avait eu beaucoup de frénésie autour de Second Life et puis ça a fait un flop. Hein, on en a plus entendu parler. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le métaverse va mieux fonctionner? Alors, il y a plusieurs choses. Nous, déjà, on est spécialisé dans le métaverse de l'éducation. Donc, en fait, on a créé ce qu'on appelle le MetaQuark, qui est un métaverse dédié exclusivement au monde de l'éducation. Donc déjà, ça exprime une certaine singularité. Si demain, et c'est pour ça qu'on parlera d'architecture tout à l'heure, on sait très bien qu'une salle de classe, la façon dont elle est agencée, organisée, eh bien, on va apprendre différentes choses. Par exemple, si on veut apprendre à développer des systèmes d'information, il faut des salles avec des ordinateurs, etc. Si on veut faire du management, peut-être une salle en U. Donc, l'organisation même de la salle a une importance. C'est en ce sens que l'organisation même du métaverse a une importance. Quand on dit que ce métaverse est spécialisé dans le monde de l'éducation, c'est parce que nous-mêmes, donc Quark Éducation, est organisé, si vous voulez, depuis 15 ans maintenant, sur toute la pôle EdTech, du recrutement des apprenants et des alternants jusqu'à la certification, pour accompagner le mieux possible les apprenants à distance. Donc, première question, pourquoi ça va durer? Ça n'a pas encore commencé, donc laissons la chance au produit, comme on dit. Et quelle est la différence avec Second Life? Je prendrai un peu le parallèle avec le cloud computing. Vous vous souvenez qu'il y a eu des ordinateurs avant, on stockait des données à distance, c'était plus ou moins utilisé, et puis il y a eu le cloud computing qui était plus conceptuel, et surtout avec des usages et des moyens technologiques qui permettaient d'y accéder librement. Je vais vous donner un exemple de ce que l'on a fait donc, sur ce MetaQuark, que l'on travaille ensemble avec à la fois donc, un architecte, mais aussi la société Manzalab, qui développe avec nous le métaverse. On a demandé à ce qu'il n'y ait plus de plugins, c'est-à-dire de choses à télécharger depuis l'ordinateur, pour que finalement, qu'on puisse démocratiser l'accès et qu'on puisse y avoir accès depuis un simple ordinateur. Autre point, en termes de soucis et de contraintes techniques, c'est que vous pouvez y avoir accès avec un débit 10 fois moins important
que celui utilisé pour les visios. Parce que l'image, 10 fois moins. Moins. Le métaverse, notre métaverse, utilise 10 fois moins de bandes passantes qu'une visio. Et comment ça s'explique, ça? Alors, ça s'explique assez rapidement, c'est qu'en fait, vous téléchargez la première fois les environnements 3D, et qu'ensuite, la seule chose qui passe, c'est la voix. Et que la voix est 10 fois moins consommateur de bandes passantes que la vidéo. Donc, un premier élément, si vous voulez, c'est la fluidité. Et c'est la capacité qu'on a à travers notre MetaQuark d'avoir jusqu'à 200, 300, 500, même 1000 personnes connectées en même temps, sans avoir besoin sans avoir de coupure, si vous voulez, dans les connexions. Donc ça aussi, c'est un point qui est très important, c'est que ça fluidifie la relation. Autre point différenciant, par exemple, par rapport à la visio, parce que souvent on nous oppose la visio ou le métaverse, c'est qu'un métaverse et notre MetaQuark est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Or, une visio, vous commencez à une heure dite et vous fermez la visio à une autre heure dite. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir, en fait, dans un environnement donné, on verra quelques vidéos, images par la suite, vous pouvez avoir dans un environnement donné des personnes qui se connectent sans avoir de rendez-vous, qui se rencontrent et qui apprennent donc ce qu'on appelle par la sérendipité, l'apprentissage par l'autre, par la relation à l'autre, ce qui peut vous apporter. Donc, par exemple, comme un campus pour une école, comme un campus pour des universités d'entreprise, vous allez pouvoir afficher des ressources, vous allez pouvoir créer des événements, à la fin des événements se rencontrer. Mais tout ça doit être pensé en amont. Les usages, oui, mais l'environnement, il faut vraiment s'imaginer, et c'est pour ça encore une fois qu'on a fait appel à l'excellent Manal Rajdi pour la partie architecturale. Il faut imaginer que ce sont des salles virtuelles, 3D. Donc, est-ce qu'il faut penser la pédagogie avant de rentrer dans une salle de classe? Oui. Est-ce qu'il faut penser à l'organisation des tables avant une salle de classe? Oui. Donc, oui, effectivement, la pédagogie se repense. Par contre, elle est utilisable en instantanéité avec aucune connaissance technique. Oui. Ça, c'est important. Mais est-ce qu'on est obligé d'utiliser des casques et est-ce que ça ne génère pas des coûts supplémentaires? Alors, non, justement, vous êtes... je passe en même temps une courte vidéo derrière nous qui va vous permettre un peu d'illustrer ce que l'on dit et les différents usages que l'on peut avoir dans le MetaQuark. Donc là, par exemple, on crée pour l'entreprise Chaussea. Donc Chaussea, c'est 500 magasins à travers la France. Ils recrutent plus de 500 alternants par an. Et ils avaient une problématique qui était de dire déjà, comment je fais du recrutement d'alternants sur toute la France et comment j'arrive finalement à me différencier des autres juste sur la marque employeur. Bien là, on est en train de mettre en place avec eux ce job dating, c'est ce que vous voyez, où on accueille en fait les alternants et ensuite on leur fait un accompagnement séquencé sur la présentation de la formation. En l'occurrence, c'est une formation qui s'appelle vendeur conseil en magasin. Puis ensuite, vous pouvez rencontrer les différents directeurs et directrices de magasins. Donc là, vous avez toute la partie job dating qui vient. Et vu que les magasins sont dispersés sur toute la France, eh bien, on a des cohortes qui se recréent à distance et ce sentiment d'appartenance avec un campus virtuel dans lequel ils peuvent se retrouver, échanger, etc. Donc si vous voulez, dans un seul campus, dans un amphithéâtre, eh bien, vous avez des personnes qui viennent de Bordeaux, des personnes qui viennent de Lyon, qui viennent même de villages, etc. Donc ça a vraiment du sens. Je crois que le sens premier par rapport au LMS, par rapport à la visio, par rapport aux réseaux sociaux, c'est que ça donne corps et ça donne vie à la relation sociale entre les apprenants. Je vous donne un dernier exemple. Je connais une DRH qui a organisé un événementiel donc, via le métaverse. Bah exactement, voilà, donc il y a plein d'événements, vous pouvez créer des job dating, vous pouvez faire pour les écoles et les organismes de formation des journées portes ouvertes digitales, vous pouvez faire passer des examens, vous pouvez aussi, et ça c'est un élément très important, par exemple, redonner en fait les clés des campus et des salles à vos apprenants. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir dans ce campus, organiser des travaux en mode projet, réserver leur salle, présenter, partager leurs écrans ensemble. Donc vous voyez, c'est un mode projet qui est incroyable. Et si je dois donner encore un autre exemple sur le social learning, c'est, imaginez aujourd'hui, vous regardez un film pédagogique depuis une plateforme LMS. Donc vous regardez votre film et vous avez une question, et là vous allez poser la question via un chat. Bah là je vous invite dans le métaverse, on regarde la vidéo ensemble et en même temps,
et on la commente ensemble et en même temps. Mais vous l'avez lancé il y a un an, donc cette offre, vous l'avez lancée il y a un an. Combien de temps il vous a fallu pour préparer plusieurs environnements? Et est-ce que vous mutualisez les environnements pour les entreprises ou ça génère des coûts supplémentaires de devoir créer des environnements avec l'identité, la marque employeur, etc. Comment vous procédez? Il y a deux choses. Nous, déjà, on crée un environnement par entité. Par entreprise. Si vous avez un groupe d'écoles avec plusieurs écoles, c'est le groupe d'écoles. Si c'est une seule école, c'est l'école. Puis ensuite, on va créer les espaces en fonction de leurs besoins. On veut l'équivalent de 3 amphithéâtres, on fait du développement informatique, etc. Donc on va créer et indexer des espaces avec toutes les fonctionnalités pédagogiques qui vont derrière. Et puis ensuite, il y a deux solutions. Soit ils prennent notre campus virtuel que nous avons déjà créé, et à ce moment-là, il y a juste un léger coût qui est lié au setup avec les couleurs, etc. Et ensuite, c'est un coût par an et par apprenant. Soit nos clients veulent une architecture sur mesure. Et là, c'est sur mesure avec Manal. Voilà. Et là, on est donc c'est un salon dédié à la formation et le développement des compétences. Comment on peut mettre en place un environnement pédagogique dans le métaverse, sachant qu'il faut des évaluations, qu'il faut des feedbacks, qu'il faut mesurer la rétention aussi de ce qui a été appris. Quels sont les indicateurs? Est-ce que des indicateurs peuvent être mis en place dans un métaverse ou MetaQuark? Et est-ce que les responsables directeurs formation peuvent avoir des statistiques, des suivis d'abandon, d'obtention de certificats? Voilà, où on en est. Alors en c'est fait, que du gadget, c'est ça en fait. C'est que du gadget. Voilà. Le plus important, c'est de savoir quand on fait de la formation par où on rentre. On se dit souvent, est-ce qu'on a un portail, est-ce qu'on rentre par une LMS, etc. Nous, ce que l'on propose à nos clients, c'est de rentrer par le MetaQuark. Et donc ensuite, on intègre via des API, donc des interconnexions, les LMS de nos clients. Par exemple, Hyperplanning s'ils veulent réserver des salles, etc., les cours. Et donc en fait, vous avez tout qui est interconnecté, ce qui nous permet ensuite de ramener toute la data de tout ce qui s'est fait sur la LMS des clients et de pouvoir consolider toute cette data et qu'elle soit bien évidemment en lien avec la réglementation et notamment les volontés des OPCO. Donc en fait, vous proposez une plateforme de présentation globale d'une organisation qui permet par une interopérabilité d'accéder à différents logiciels ou plateformes des clients, c'est ça? C'est exactement ça. Et je voudrais aussi, puisqu'il reste encore une minute... Dans une immersion, finalement, on est dans une immersion de la culture de l'organisation, c'est ça? C'est exactement ça. On peut l'utiliser notamment pour le onboarding, pour les sociétés. Comment je rencontre l'ensemble des responsables, managers, comment je fais rencontrer les salariés entre eux, etc. Ça aussi, c'est un formidable outil pour ça. Ce qui est sûr, c'est que la façon d'utiliser, si vous voulez, le métaverse, c'est encore une fois, c'est un espace avec des interconnexions et des liens possibles. Et en fonction de l'organisation, en fonction d'organisation d'ailleurs géographique, potentiellement de l'entreprise, on va l'utiliser de telle ou telle manière en fonction des objectifs pédagogiques. Et d'ailleurs, le métaverse ne s'oppose surtout pas au présentiel. Ça permet notamment de pouvoir poursuivre l'apprentissage à la fin d'une formation. Ça permet notamment de pouvoir animer les communautés d'alumni. Mais je crois aussi, pour revenir sur votre dernière question, que la vraie différence entre Second Life et ce que l'on fait, c'est l'architecture. Voilà. Donc on en vient à l'expérience de l'architecte. Exactement. Et donc en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Manal. Alors ça s'est fait tout simplement. Je connaissais Manal dans la vraie vie. Enfin, pas personnellement d'ailleurs, mais par ses réalisations. Et donc je suis allé le plus simplement du monde sur LinkedIn. J'attendais qu'il me demande un ami et tout de suite, j'ai envoyé un lien en disant voilà ce qu'on fait, est-ce que ça t'intéresse? Et il a répondu très rapidement. Et en fait, notre première rencontre, quand je lui ai expliqué ce qu'on voulait faire, il a fait ça. Et là, j'ai tout de suite compris qu'il avait bien saisi le sujet, mais je vais peut-être laisser Manal vous exposer mieux que moi son projet. Alors, avant, bonjour Manal. Donc, bonjour. Avant, qu'est-ce que vous... D'abord, de nous dire ce que vous avez mis en place pour Quark Éducation.
Qu'est-ce qui vous motive de créer virtuellement ce que vous pouvez concrétiser matériellement? Alors c'est un exercice très simple et à la fois compliqué de faire des allers-retours entre le virtuel et le réel. Moi je crois beaucoup au digital, je crois beaucoup à cet apprentissage à la fois dans le monde physique mais aussi dans le virtuel. Et il faut savoir qu'en architecture, et l'architecture que je pratique, c'est une architecture qui prend beaucoup de temps à sortir, donc on travaille énormément dans le virtuel avant d'aller dans le réel. On expérimente, et moi ça fait quasiment 20 ans que je travaille dans le virtuel avant de faire sortir mes bâtiments. Donc ce n'est pas une démarche nouvelle pour moi, c'est pour ça que quand Alban m'a appelé, m'a contacté, je trouvais que c'était naturel. En plus, on développe des réflexions aussi de qu'est-ce que apprendre dans le virtuel, comment on peut communiquer aussi dans le virtuel. Et c'est ça qui m'a tout de suite intéressé. Et donc, pour moi, le lien entre le virtuel et le réel est presque naturel. Le monde s'oriente vers cette digitalisation très intense de nos activités, de notre vie, de notre façon de faire. Et il ne faut pas faire en sorte que cette digitalisation soit que technique. Il faut qu'il y ait de la beauté, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait aussi du beau dans le virtuel. Des relations. Et c'est ça qui m'intéresse. Des relations. Et les relations, en fait, les relations, elles sont de toutes les façons existantes dans le virtuel. Il faut juste faire en sorte qu'elles soient apaisées et qu'elles soient bienveillantes. Et il faut donner l'environnement pour que les gens se comportent bien. Et l'environnement le permet. L'environnement le permet. C'est sûr, c'est certain. Vous voyez, quand vous êtes dans un parc, vous ne réagissez pas de la même façon que quand vous êtes entouré de 4 murs. C'est la qualité de l'environnement fait aussi que les gens se sentent bien et ont des attitudes différentes. Enfin, moi, en tant qu'architecte, j'y crois. Je crois à la beauté dans les environnements qui nous entourent et je fais en sorte que les gens soient toujours entourés de beauté. Donc, quand on parle de virtuel et on parle de beauté, on parle d'une architecture qui est beaucoup plus accueillante et qui sont loin des Second Life, loin des Half-Life, loin de ce qu'on a connu dans ces mondes virtuels. Et on arrive à une architecture un peu différente. Alors, ce que je vous propose, c'est, je vais vous faire un petit déroulé un peu de comment on pense l'architecture chez Oxo et comment on est arrivé à cette réflexion de ce MetaQuark pour Quark Éducation. Je vais vous donner 2 exemples réels et ce qu'on a fait dans le réel pour innover et 2 exemples dans le virtuel. Et vous allez voir un peu, c'est passionnant cette réflexion sur le réel, le virtuel et les évolutions que vous connaissez tous, que vous êtes tous en train de développer. Et c'est ça aussi qui est passionnant avec ce genre de colloque. Mais nous, en tant qu'architectes, on essaie d'apporter une certaine liberté aussi d'action dans ces lieux-là. Les ingénieurs se tirent les cheveux derrière, mais comme pour tout, il faut avoir un peu oser, un peu d'imaginaire et surtout ne pas se limiter par la technologie ni la technique. Alors, moi, je suis un architecte du réel. Alors, vous allez voir, les bâtiments que je fais sont un peu partout en France. Oui, ça, c'est mes bâtiments. Et, alors, en France, à l'étranger, en Europe, je suis amoureux de la nature. Vous allez comprendre pourquoi la nature est importante dans mes réflexions. C'est que c'est par là que je m'inspire. Je pousse vers une architecture extrêmement frugale, une architecture qui soit vernaculaire presque, où on simplifie les choses. Et j'aime beaucoup les contrastes dans la manière dont on crée les choses pour que ça révèle. Je suis beaucoup inspiré par le land art, le minimalisme, mais aussi par le baroque, parce que c'est pousser vers l'extrême les réflexions. Il faut toujours être entre les choses. Et Blade Runner, comme tous ici, ça nous a pas mal, on va dire, impacté, inspiré. Mais ce qui était marquant pour moi quand j'étais très jeune, quand j'ai vu Blade Runner, c'est qu'il n'y avait pas de nature. La technologie, le futur, c'était sans nature. Et donc, je me suis mis à me dire qu'il fallait que la nature reste avec nous, qu'elle nous accompagne, parce que c'est grâce à elle qu'on vit. Donc, on développe la nature et on se rend compte que nous, en tant qu'architectes, on a quand même un impact important. Et il ne faut pas oublier aussi les 4% de la digitalisation de la société qui sont aussi un impact carbone. Donc, le virtuel et le réel sont aussi impactés par le carbone et il faut faire en sorte que ça évolue et que ça change. La nature, c'est quelque chose de très beau, il faut le préserver.
quand on voit des images comme ça, pour moi, c'est des architectures. C'est des architectures qui sont vivantes, dont on peut s'inspirer. Là, je verrais bien un bâtiment de bureau. Ici, ça peut être un skyline de ville. Ici, ça peut être... ça peut être un salon dans lequel on peut vivre. Et ici, un lit confortable, sans l'araignée peut-être, mais un lit très confortable parce que on se rend compte que la matière que fabrique l'araignée, c'est l'une des plus costauds au monde. Alors, je dis souvent que less is nature parce que dans la nature, il y a le minimum qui fait le maximum à chaque instant, à chaque fois. Et c'est ça vers quoi on va tendre, à la fois dans le réel et à la fois dans le digital. Le minimum d'efforts pour arriver au maximum de résultats. La nature a le pouvoir de l'imagination. Alors on a pensé à un projet qui s'appelle Supernature. C'est ce lien entre nature, architecture, digital, un monde qui nous permet d'être à la fois meilleur et à la fois d'être le moins consommateur de CO2. On crée des architectures qui s'inspirent de la nature, qui sont de la nature et qui sont intégrées dans la nature. Un des premiers projets que j'ai réalisé quand j'ai commencé en architecture, c'est le lycée Jean Moulin à Revin. C'est un bâtiment complètement intégré dans la nature. Vous ne voyez pas beaucoup de lycées comme ça en France. C'était le premier à être construit entièrement en bois. On s'est inspiré des avions furtifs et faire en sorte de faire disparaître le projet. Je vais peut-être passer à la vidéo. Là, on le voit de loin, on ne le voit quasiment pas, il est complètement intégré. Et là, quand on s'approche, c'est une grande pente dans laquelle on a inséré des salles de classe. Alors, quand j'étais petit, j'étais pas très bon à l'école, donc j'ai fait en sorte que tous les étudiants aient la plus belle vue. Alors, si le cours n'est pas bien, au moins ils peuvent regarder dehors et s'inspirer de la nature. Et l'idée, c'est d'avoir cette montagne un peu qui glisse et faire en sorte que l'architecture soit intégrée à la nature. Vous voyez les relations qu'on crée entre la nature et l'architecture. Il se trouve que dans un lycée comme ça, il y a, entre le moment où on l'a construit, où c'était une transformation, et aujourd'hui, il y a une réduction de 70% d'absence. Donc les étudiants les lycéens sont très contents. Alors on l'a fait en bois, c'était l'un des premiers en France. L'école polytechnique, c'est juste à côté. C'est l'extension de l'école polytechnique. Et là, ce qu'on a fait, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a créé un enseignement qui peut être hybride. On a créé des salles de classe standards, mais on a aussi créé, avec des principes de circulation, des espaces un peu qui sont flottants, comme ça, des amphis, vous pouvez voir ici, qui sont indéfinis. On donne la liberté aux étudiants de venir apprendre sur des grands escaliers qui sont des vrais amphithéâtres, qui se baladent un peu dans l'espace. Et ça devient un lieu informel d'apprentissage. Il y a plusieurs écoles qui vont utiliser ce bâtiment. Et donc on se dit, il faut créer cette sérendipité dans l'enseignement lui-même pour lui permettre d'avoir aussi des nouvelles qualités, des nouveaux échanges. Et bien sûr, on a fait rentrer la nature à l'intérieur de l'architecture. Et ça, c'est le bâtiment qu'on voit depuis la nuit. Alors le bâtiment, il est éco-conçu, durable, autonome en termes d'énergie. Là, c'est le bâtiment qui est en train d'être réalisé. Il sera livré dans 6 mois. Alors le futur, on en parlait, c'est intéressant parce que moi, le futur m'intéresse parce que c'est là où on va vivre et c'est quelque chose de passionnant. Je reviens sur des expériences. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au virtuel en 98 avec la première idée du Guggenheim Museum qui a été inventé en virtuel. Ça n'a pas fonctionné, il n'y avait pas les bons débits, il n'y avait pas la bonne technologie. Il y avait Second Life, il y a Fortnite. Vous avez tous vu Ready Player One. On voit que la technologie permet aujourd'hui une meilleure maîtrise du digital pour pouvoir avoir une vraie qualité d'enseignement et une vraie qualité d'expérience. Les technologies aussi, des Google Glass, des casques virtuels. Le film Anon annonçait même des rétines digitales pour pouvoir s'immerger et s'immerser. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, c'est dans bientôt, mais le monde virtuel qu'on invente pour Quark, c'est pour septembre. Donc, on est déjà dans le demain. L'évolution de cet enseignement qui va vers le métaverse ou quelque chose de beaucoup plus disruptif dans l'enseignement parce qu'on a énormément de qualités. C'est des exemples de comment le futur sera fait à la fois dans l'enseignement, à la fois dans le bureau, où on va apprendre différemment dans des lieux. L'architecture nous entoure toujours. Alors même quand on sera dans le digital, il faut qu'on soit aussi dans des espaces de qualité pour les écoles et pour les enseignements.
Alors le premier exemple que je vais vous montrer, c'est en virtuel, c'est un musée que j'ai conçu pour un architecte, pour un artiste qui s'appelle Urban Drone, avec des œuvres fantastiques. Il est venu me voir il y a 1 an pour me demander de faire un musée virtuel. Alors on a travaillé sur cette idée que l'art, le paysage pouvait créer un lieu. Ça, c'était un des premiers croquis que j'ai fait, et on l'a transformé à la fois grâce à une intelligence artificielle qui a généré ce paysage-là et ce musée-là qui était un énorme espace continu. Dans le paysage, on le voit comme ça, avec les salles d'exposition qui vont montrer toutes ces œuvres. Et là, on voit dans le paysage comment ça s'insère. On voit ces œuvres présentées de façon classique ou de façon beaucoup plus ancrée dans la roche. Cette expérience était de rentrer dans un espace presque rocailleux dans lequel on va vivre cette expérience de son art qui était très intense. Alors, on arrive finalement à cette université de campus et vous allez comprendre pourquoi je vous ai montré tout ça, parce que c'est les expériences vécues, à la fois mes expériences dans le théâtre, mes expériences dans l'enseignement, dans le bureau, qui m'ont amené à réfléchir ce campus de demain. Et vous allez voir qu'on s'est inspiré à la fois de cette capacité artistique de développer des espaces, mais aussi de cette modularité et de cette liberté qu'on peut avoir dans un campus, dans les usages qu'on peut avoir, et de cette plasticité neuronale pour pouvoir faire évoluer les espaces. Ces connexions multiples qui vont y avoir permettent au campus d'évoluer dans le temps et de se transformer. Tout à l'heure, Alban a montré le premier croquis que j'avais fait. C'était tout simplement des connexions neuronales qui me paraissaient être la première idée évidente de comment créer un campus de demain qui peut évoluer selon les besoins. Contrairement au réel, on peut s'étendre, on peut augmenter, on peut agrandir son espace. Voilà les premiers dessins qu'on a faits, et puis on est arrivé à ça. C'est une sorte d'île, comme ça, posée sur la mer, parce qu'on voulait pouvoir l'étendre et donner différentes fonctions et différents usages dans cet espace-là. On arrive par une sorte de jetée, comme ça, de façon assez poétique sur l'eau, et on arrive sur un espace qui peut être tout de suite accueillant. Cet espace-là, c'est un espace de rencontre qui va permettre à l'ensemble des étudiants de toutes les formations de se retrouver dans ce MetaQuark pour pouvoir se diriger tout simplement vers leur future salle ou discuter et échanger ensemble. Cet espace-là est aussi un espace où la nature existe, où on sent la présence de la nature. On va pouvoir s'y balader, on va pouvoir prendre la grande dimension et la grande hauteur et apprécier l'espace. Et puis, on va se déplacer pour aller vers des nouvelles salles. Alors, on en a défini plusieurs avec différentes thématiques. Je vais vous les présenter. Là, c'est la grande salle où on donne des super pouvoirs aux profs. Ils sont au centre, ils sont beaucoup plus grands, ils sont beaucoup plus imposants. Et on les met au centre avec des étudiants tout autour. On va leur donner une qualité, une capacité de présenter qui est différente que dans une salle classique. Là, on s'inspire plutôt de l'opéra. On va pouvoir faire, ou d'une salle philharmonique, on va pouvoir mettre le prof au centre et les étudiants tout autour. On peut avoir des salles de réflexion. Le rouge permet cette intensité de réflexion et de créativité. On va pouvoir faire aussi des salles qui vont être beaucoup plus dans l'intensité de la formation, ou être dans des salles beaucoup plus immergées. Ici, on est sous l'eau. Le prof, il a des pouvoirs aussi d'avoir des projections, des hologrammes pour pouvoir enseigner, transmettre. C'est la capacité de ce métaverse et de cette capacité digitale qui va permettre une vraie liberté de communication. Donc on n'a pas une salle de classe classique, on est orientés tous vers un prof, mais on est quand même dans un environnement beaucoup plus apaisant. Ou être presque dans un tableau de Monet. Ici, on est entouré de nature. J'ai toujours rêvé d'apprendre dans la nature. Les apprentissages dans la nature sont parfois les plus forts. Et ici, on peut avoir vraiment un lieu apaisant, beaucoup plus agréable pour les étudiants. On va pouvoir apprendre beaucoup de choses sur le climat, et donc être vraiment entouré de nature dans sa salle de classe.
pour avoir des salles de communication, comme le disait Alban. Chaque étudiant a son écran, peut le projeter au fur et à mesure quand il a fini son cours sur l'écran géant qui est cette coupole. Les gens vont voir ce qu'il a fait. C'est une façon, des nouvelles façons à la fois de se former, de communiquer et d'échanger entre à la fois les profs et les étudiants. La technologie le permet, pourquoi ne pas s'en servir pour améliorer et rendre beaucoup plus ludiques les apprentissages. Et puis, on peut se retrouver avec des classes inversées dans un espace qui est beaucoup plus une sorte de jardin digital où les étudiants vont pouvoir se retrouver tous et profiter pour échanger de façon assez simple, préparer les cours, organiser, discuter avec peut-être un prof qui va venir leur faire un petit cours accéléré. Et à la fin, beaucoup plus libéré, un jardin sous l'eau qui va permettre, comme disait Alban, l'université est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, se retrouver avec d'autres dans un autre contexte beaucoup plus agréable et profiter de ce campus pour que les étudiants puissent s'en profiter et surtout se l'approprier. Voilà quelques images la nuit, parce qu'on veut aussi qu'il y ait une identité la nuit et pas que le jour au moment des cours.
Bon, cela fait rêver. On voit les talents de l'architecte. Hein. Et la sensibilité. Est-ce que pour vous, exercer comme ça dans le monde virtuel pour les entreprises, ça vous permet de travailler, de penser le monde que vous aimeriez, esthétique que vous aimeriez voir demain dans la réalité? Pas que dans le virtuel, hein, heureusement. Oui, non, mais est-ce que ce n'est pas une expérimentation en fait, pour créer une autre, va dire, pas société, mais ville, une autre façon de penser de recherche et développement. Pour répondre à votre question, pour vous, c'est un outil de recherche et développement. C'est un outil de recherche et développement. On le comprend bien, là. Hein. Et c'est des allers-retours entre ce qu'on fait dans le virtuel, dans le réel, pour augmenter les expériences à la fois du virtuel et celles du réel. Et les prochains projets sont toujours des projets qui vont s'inspirer de ce qui a été fait avant, ce qu'on a pensé avant. Et donc pour nous, c'est de la recherche et développement. C'est pour ça que je trouve ça passionnant de travailler sur le virtuel. Vous nourrissez l'un et l'autre. Et est-ce que vous pensez qu'à terme, il y aura une possibilité pour les entreprises d'avoir la main pour prolonger cet environnement, pour créer, en fonction d'ingrédients que vous pourrez donner, de matières? Ben là, moi, j'aimerais une nouvelle classe, mais cette fois-ci, j'aimerais mettre un peu cet aquarium ou ces arbres ou le faire. Est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer dans ce sens, vous pensez? Alors, il y a deux choses par rapport à votre question. Il y a une chose que je souhaitais dire quand même, c'est qu'effectivement, il y a de l'expérimentation, l'humilité aussi, parce qu'on lance le MetaQuark version 1, donc la première vidéo que je vous ai présentée le 1er septembre. Et le MetaQuark façon Manal, c'est-à-dire avec cet environnement où la première fois où vous vous connectez dans le métaverse, vous arrivez dans votre campus avec un bateau, c'est tout début janvier 2023. Voilà. Ensuite, concernant les usages, il y a aussi des points qui sont importants, et vous avez raison, il faut laisser aussi la possibilité à des développeurs de pouvoir créer aussi des situations immersives qui sont liées au cas d'usage de l'entreprise. Vous voyez, si demain vous voulez reprojeter quelqu'un pour faire du média training en réalité virtuelle, il faut être capable de le faire. Donc c'est aussi cette interconnexion qu'on arrive à créer avec des applications en réalité virtuelle. Et ce qu'il ne faut pas oublier, effectivement, la mission première, elle est destinée à l'acquisition de la compétence et des compétences. D'ailleurs, qu'on soit étudiant, apprenant, alternant, jeune, moins jeune, en entreprise, pas en entreprise. Ça, c'est un point qui est fondamental et c'est ce qui nous guide. D'ailleurs, ce qu'on s'est dit avec Manal, tous les deux, on n'a pas été des très bons écoliers, des très bons étudiants, donc ça nous a réunis aussi dans notre façon de vouloir transformer les choses quelque part. Et on a donc repensé à la fois effectivement la partie architecturale, mais en même temps la partie pédagogique qui allait derrière. Et je peux vous donner un cas d'usage. On a une académie, donc je tairai le nom parce qu'on est en cours aujourd'hui avec eux, une académie du sud-ouest de la France qui nous a contactés parce qu'ils veulent utiliser, donc l'éducation nationale souhaite utiliser le MetaQuark pour tous les enfants qui ont des phobies scolaires. En disant, au lieu de les laisser chez eux, on fait de la rémédiation à travers ça. Et ensuite, c'est un passage qui nous permettra à terme de les ramener vers l'école. Et donc, les profs ont l'air peut-être moins méchants ou moins agressifs à distance, représentés par des avatars. C'est un environnement qui ne les confronte pas directement à l'autre. Donc, ils ont plus de distance et du coup, plus de facilité peut-être à retourner vers ces usages. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Ah, il y en a. Là. Oui. Bonjour, Jérémy Sarkissian, je travaille pour le groupe CMA-CGM, je suis en charge du digital de l'académie. On vous entend pas bien ? C'est mieux ? Pardon. J'avais une question plus pour Quark. On est rentré pas mal dans le détail sur tout l'univers qui a été créé, donc magistralement bien, bravo. Et moi, ma question, c'était plus sur l'interaction. Aujourd'hui, on a des smartphones ou des appareils qui ont pas mal de capteurs et
il y a tout un tas de technologies qui permettraient d'interagir avec cet univers-là, sans parler de rétine ou de technologies qui viendront beaucoup plus tard. Est-ce que dès aujourd'hui, vous travaillez à des interactions homme-machine un peu plus évoluées que simplement finalement jouer à un jeu vidéo sur un ordinateur? Alors, je précise quand même qu'il y a déjà énormément d'interactions, mais elles ne sont pas aussi poussées que celles que vous expliquez aujourd'hui. Et je crois qu'il faut faire les choses step by step, j'ai envie de dire, que déjà, premier lieu, nos objectifs, qui sont de permettre à nos clients de mieux former, de créer de l'adhésion, de recréer le service autour de l'apprenant, puissent être opérationnels. Et là, il nous faut 1 an de test and learn, sachant qu'à partir du 1er septembre, on a déjà 15 campus qui sont en cours de conception et qui représentent 180 000 apprenants. Donc là, on va avoir déjà 180 000 personnes. Mais vous avez raison, et je vous invite à aller à la conférence. Alors, je ne sais plus quand elle a lieu, avec Unit, la fondation Unit, qui en fait représente 80 universités et écoles d'ingénieurs, avec lesquelles on fait des test and learn dans notre MetaQuark sur 3 sujets. L'usage pédagogique, parce qu'il faut toujours développer les nouvelles technologies. Donc, c'est des ingénieurs, en plus, ils vont nous amener plein d'idées. Deuxième aspect, c'est les standards informatiques pour justement interconnecter les applications. Et le troisième point, c'est la RSE. Avec plein de questions qui ont été soulevées. Par exemple, vous voyez, comment on traite la laïcité dans le métaverse. Quand vous créez votre avatar, est-ce qu'on donne des possibilités ou pas? Est-ce qu'on reproduit des handicaps ou pas? Donc, toutes ces questions sur lesquelles on est en train de travailler, mais effectivement, c'est, je dirais, le futur proche de ce que l'on va faire. Mais on a déjà un futur immédiat de tenir nos promesses vis-à-vis de nos clients. Et encore une fois, là, on fait beaucoup de tests jusqu'au 1er septembre parce que les étudiants, les apprenants qui vont venir dans notre MetaQuark à partir du 1er septembre, eux, ne sont pas dans l'expérimentation, ils sont là pour réussir leur formation, réussir leur diplôme ou leur certification. Je crois qu'il y avait une autre question derrière. Ouais. Bonjour, Victor Lebec de la société RiseUp. Moi, ma question est portée plutôt sur les profs, parce qu'on a beaucoup parlé des apprenants. Et du coup, les apprenants, on voit bien interagir dans le métaverse, on rentre dans le métaverse, on suit du contenu, on interagit. Mais le prof, quels outils on met à disposition des profs pour justement qu'ils puissent utiliser pleinement toutes les possibilités? Alors, je crois que RiseUp, c'est une plateforme LMS, c'est ça, entre autres. Il s'est passé une chose, qu'on a également une plateforme LMS, donc on a vécu la même chose, je pense. C'est que lorsque le digital est arrivé, avec les LMS, le digital learning, on a eu beaucoup de mal à faire adhérer les formateurs, les enseignants, etc. Parce que, c'était pas leur vrai métier. Leur vrai métier, c'est en présentiel. Et deuxièmement, il y avait des problèmes aussi de dire, mais si vous me diminuez de 20% mes cours, je fais quoi 20% du temps? Bon. Donc, on a eu des difficultés à appréhender le sujet et à amener les personnes. Donc, c'est pour ça que nous, on a développé une formation qui s'appelle Digital Trainer et qui permet, c'est au répertoire spécifique, qui permet aux formateurs, aux enseignants d'intégrer le digital dans leur pédagogie. Et de comprendre que ce n'est pas forcément en remplacement de, mais que ça peut être en plus de. Ça peut améliorer la pédagogie plutôt que de l'handicaper de telle ou telle fonctionnalité. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et puis, les fonctionnalités que les profs ont, c'est d'animer le synchrone de la même manière dans un amphithéâtre. C'est d'animer des TD, où on a des salles, par exemple, où vous avez, un peu comme ici, une tribune, et des petits groupes. On peut parler à tout le monde ou se déplacer de salle en salle pour voir les travaux en sous-groupe, etc. C'est moins éloigné que ce qu'ils ont eu à passer comme gap sur la LMS. Parce que ça ressemble plus à l'environnement et ça ressemble plus à ce qu'ils font habituellement. Et il y a également cette grande période de pandémie qui a mis tout le monde face caméra pour les visios, etc. Et donc, effectivement, ils ont quand même une expérience un peu plus marquée sur ce niveau-là. Il y a une question aussi. Merci. Arnaud, on a un stand ici, Humanava, on a une plateforme EdTech sur tout ce qui est développement personnel. Je t'ai croisé tout à l'heure, nous on s'intéresse depuis quelques semaines au métaverse. On sait qu'on veut y aller, c'est clair, on sait qu'on va y aller. On regarde, on va sûrement rentrer dans un EdTech accélérateur spécialisé métaverse. Par où on commence? J'aime bien. On commence par 3 choses, j'ai envie de dire.
un, quel est votre public? Parce qu'en fonction de votre public, on va vous conseiller telle ou telle chose. 2, quels sont les titres, les diplômes ou les certifications que vous visez? Parce qu'en fonction de ça, on va créer aussi cette ingénierie de parcours. Et 3, quels sont les services autour de l'apprentissage que vous voulez amener? Ça aussi, c'est essentiel. C'est qu'on a simplement l'impression, et ça c'était le coup avec la LMS, on arrivait à faire ça. Le digital, on arrivait à dire, bah, tiens, un cours en présentiel, on peut tout ou partie le mettre à distance. Mais on n'a jamais réussi, avant le métaverse, je crois, à développer tous les services qu'il y a autour. Un étudiant, quand il suit des cours, il ne suit pas des cours, enfin, il suit pas une scolarité juste pour son cours. Il suit parce qu'il a des événements autour, il suit parce qu'il va rencontrer des personnes, il suit parce qu'il va participer à des conférences, il suit parce que lui-même va animer des choses. Et donc, en fait, le métaverse a cette capacité-là de pouvoir recréer le service autour de l'apprentissage. Donc, je vous poserai ces 3 questions. Votre public, vos titres, vos diplômes ou vos parcours. Et la 3e question, vos services et l'expérience que vous voulez donner. Mais en fait, il faut mettre une vraie ingénierie pédagogique derrière tout ça. Est-ce que les entreprises ont les compétences nécessaires pour pouvoir s'adapter à ce monde du métaverse en ayant l'ingénierie adaptée, modulaire et en fonction des objectifs à atteindre? Les entreprises ont tout intégré, effectivement, enfin, la plupart, on va dire comme ça, ont intégré des fonctions d'ingénierie pédagogique, d'ingénierie de parcours. Donc oui, bien évidemment, elles savent faire. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, nous, et c'est notre rôle, aujourd'hui, nous, on est plus de 80 personnes, dont une batterie d'ingénieurs pédagogiques qui, justement, aident les entreprises, aident les écoles à faire la passation entre voilà mes cours en présentiel et voilà comment on peut utiliser le métaverse à des fins de formation ou de diplomation. Est-ce que vous avez déjà commencé à contacter certaines entreprises et quels sont les retours que vous avez pour l'instant? Alors oui, on est en contact. Donc comme je vous disais, 15 campus, organismes de formation, écoles ou entreprises, dont je vous parlais de Chaussea qui veut aller de plus en plus loin. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, c'est une entreprise qui a dans son ADN l'alternance. Donc non seulement eux nous apportent beaucoup par leur expérience et leur justement ingénierie de parcours, et nous on leur apporte la partie digitale et pédagogie digitale. Donc voilà, et après on a aujourd'hui les grandes enseignes, les multinationales qui nous contactent beaucoup effectivement et qui aujourd'hui sont encore une fois en train d'essayer de se projeter. Comment j'utilise, comment je fais. Donc nous ce qu'on leur propose c'est contactez-nous. On fait 2 test and learn ensemble gratuitement, on fait le test et puis ensuite on affine. Mais encore une fois, on n'a pas la science infuse, c'est une innovation que l'on mature depuis 1 an maintenant, que l'on teste depuis 1 an et qu'on va encore tester pendant 3 mois avant de le mettre véritablement sur le marché. Et on a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à développer. Est-ce que vous avez un budget moyen à donner pour mettre en place un univers, un environnement ? Oui, budget moyen, si vous voulez, avec l'environnement qu'on vous avait présenté avec Manal. Il faut compter à peu près 50 000 € pour le setup. Et ensuite, c'est un coût par an pour utilisateur de 30 € hors taxe. Donc c'est moins cher que les débuts du Serious Game. C'est moins cher que le début du Serious Game, effectivement. Et vous avez surtout beaucoup de possibilités. Un Serious Game, quand vous avez un Serious Game, vous l'utilisez pour une fonctionnalité propre et une compétence visée. Là, vous avez un environnement que vous pouvez utiliser pour de multiples usages pédagogiques. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Oui, madame. Hop. Je reviens justement à ce que vous... Bonjour, je m'appelle Clara, je travaille chez Vinci. Je reviens à ce que vous disiez juste avant. Vous disiez donc 50 000 € pour le setup, mais si par exemple on veut des évolutions, des changements d'environnement, quels sont les coûts additionnels? Comment ça fonctionne? Alors là, c'est un peu sur mesure et là, on travaille ensuite collectivement ensemble sur ces évolutions. Mais si on prévoit bien avant le bon setup, on double pas forcément. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus que ça, pardonnez-moi. Mais avec plaisir pour discuter ensuite. On est d'ailleurs au stand C44. Voilà, Alors, C44, le stand plaisir. pour ceux qui ont des questions. Oh, non, c'est bon? Oui.
Et admettons qu'on y aille demain, on commence, on fait un test and learn, on voit ce qu'on peut faire. Comment on peut former une personne en interne pour être l'interface avec vous? Parce que j'imagine c'est pas n'importe qui va comprendre tout ça. C'est vraiment, je vous promets, tout le monde dans ma famille, tout le monde croit que je suis un geek parce que je travaille dans le digital. Je vous promets que je connais rien. J'ai juste cette impatience de faire que quand je clique, il faut que ça marche et que ça marche vite. C'est super simple. Franchement, il n'y a rien de plus simple et c'est plus facile encore que d'aller dans un LMS, dans une LMS et aller cliquer sur les boutons. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Je crois que tu es très intéressé, toi. Il va falloir que tu lui parles. C'est ta deuxième question. Est-ce qu'il y aurait une question? Pour Quark, actuellement, quelle est la prépondérance de vos clients? Est-ce que vous êtes plus avec les universités et des écoles ou plus avec les entreprises? Comment ça se passe en ce moment? Alors nous, on a une activité qui est à peu près 60% destinée vers les écoles, surtout post-bac privé, le monde de l'université, etc. 40% vers les entreprises, mais avec le métavers, c'est en train de se rééquilibrer, ce qu'on veut absolument faire. On voudrait être à 50-50, ça serait... Parce qu'en plus, il y a de vraies passerelles à créer entre le monde de l'entreprise et l'école et c'est vraiment notre ambition de décloisonner les deux mondes. Et je crois que justement, amener des entreprises dans les campus des écoles, là, il y a un vrai sens à donner. Great answer, thank you. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Non. Est-ce que vous avez envie d'ajouter autre chose sur... Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence. Et excellent salon à toutes et à tous. Et merci, donc, Manal. Merci à tous. Merci à vous. On se retrouve sur quel stand? C44. C44, c'est ça? C44, hein, n'hésitez pas. Merci.